Céline Brulin, on va revenir sur toutes ces informations dans quelques instants. Vous êtes sénatrice communiste de la Seine-Maritime. On va commencer en regardant ensemble les unes de la presse régionale de ce matin. D'abord, la une de la Dépêche du Midi. Guerre Israël-Iran, que va faire Trump? C'est la question. Trump qui dit vouloir une fin réelle au conflit, mais peut-il aller jusqu'à engager les États-Unis dans cette guerre, lui qui s'est fait élire sur la promesse inverse? La deuxième une, c'est celle de Nice Matin. Christian Estrosi qui refuse d'enlever le drapeau israélien. Bras de fer entre le maire de Nice et le préfet qui a demandé de retirer les drapeaux étrangers du fronton de la mairie. Et puis la dernière une, c'est celle du Courrier Picard. C'est une initiative de la mairie d'Amiens. Stationnement, 1 € symbolique pour les soignants, les professions médicales et paramédicales qui pourront se garer pour 1 € par an dans les rues d'Amiens à partir de septembre. Le geste est salué par les ambulanciers, les infirmiers et les médecins. La seule condition, c'est de justifier d'au moins 100 visites par an. De quelle une avez-vous envie de nous parler ? Je dirais celle du Courrier Picard pour rester dans le domaine de la santé qui est un domaine qui m'importe beaucoup parce qu'effectivement, on a de nombreux endroits où les soignants, parce que évidemment les CHU sont souvent situés dans des centres-villes très urbanisés avec des difficultés de stationnement. J'ai en mémoire des mobilisations dans mon département sur le sujet, au Havre par exemple, où il avait été décidé de faire payer le stationnement pour les soignants, mais aussi pour les patients, ce qui peut s'avérer très lourd parce qu'on sait qu'on peut avoir des consultations qui sont longues. On a besoin d'aller voir et de visiter nos familles lorsqu'elles sont malheureusement hospitalisées, et que c'est un obstacle, et que ça rajoute au fait que la santé coûte aujourd'hui de plus en plus cher à nos concitoyens, parce qu'à force de déremboursement, à force de médicaments qui ne sont plus remboursés comme par le passé, eh bien c'est un véritable budget. Ça conduit même parfois à des renoncements aux soins. Et donc c'est la une qui me parle le plus, même si les autres sont évidemment aussi très très importantes. Et donc vous saluez cette initiative de l'aide de la ville d'Amiens. On va reparler des questions santé dans quelques instants puisque c'est l'actualité ici au Sénat. Mais d'abord, on l'a vu dans le journal L'actualité internationale entre ce qui se passe entre Israël et l'Iran et les États-Unis qui mettent désormais la pression sur l'Iran à qui Donald Trump demande une reddition sans condition. Il a raison, le président américain, d'agir comme ça? Mais je pense que le président américain devrait regarder l'histoire de son pays qui montre que systématiquement, lorsque les États-Unis ont voulu déloger des dirigeants et faire un peu leur loi dans le monde, ça s'est avéré par des échecs, et des échecs extrêmement cruels, douloureux pour le monde entier. Et donc, bien évidemment, que ce régime iranien suscite notre opposition, que nous sommes aux côtés des jeunes, des femmes qui luttent depuis des mois, des années maintenant pour se libérer de ce régime affreux. Mais vous dites plutôt comme Emmanuel Macron, on ne fait pas tomber un régime par la guerre, c'est pas la bonne stratégie? Ça ne marche jamais, ça ne marche jamais. Qu'on soutienne les peuples qui se défendent et qui le font de très très belle manière. Mais regardez ce qui s'est passé en Libye, quand la France notamment a souhaité intervenir. Aujourd'hui, on est face à un chaos dont plus personne ne mesure les conséquences, que plus personne ne peut gérer. Et puis on est dans une zone où d'escalade en escalade, on va au-devant de très très graves conséquences. Et donc la voie de la raison, c'est plutôt de porter la voie des discussions. Surtout que... Est-ce encore possible? Donald Trump, par exemple, ne peut pas ignorer que les accords sur le nucléaire iranien avaient commencé à se mettre en place, notamment entre les États-Unis et l'Iran, et que c'est lui qui en a en partie dénoncé certains aspects quand il est venu au pouvoir lors de son premier mandat, alors que, bon an, mal an, ces accords commençaient à être respectés par l'Iran. Et donc, avec quand même des alertes de l'AIEA qui disaient que l'Iran ne respectait pas ses obligations. Absolument, et on est évidemment très vigilant à l'armement à la tête duquel pourrait être l'Iran. Mais on peut aussi se souvenir les uns et les autres que les États-Unis nous avaient dit que l'Irak disposait d'armes de destruction massive qui se sont avérées finalement fausses. Donc je ne dis pas que c'est le cas sur le nucléaire iranien, mais on sait que dans ce genre de situation, c'est toujours par la négociation qu'on y arrive, par aucune autre solution. C'est aujourd'hui qu'aurait dû avoir lieu à l'ONU la conférence sur la reconnaissance de l'État de Palestine, coprésidée par Emmanuel Macron, qui, vu le contexte, a préféré la reporter. On a vu hier les partis de gauche qui se sont réunis pour demander cette reconnaissance immédiate. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Et est-ce que les conditions sont réunies?
Mais la Palestine devrait être reconnue depuis très longtemps. D'ailleurs, mon groupe et nos groupes au Sénat et à l'Assemblée nationale ont déjà proposé et même fait voter des résolutions dans ce sens-là. Et la France n'a pas besoin d'attendre une quelconque conférence internationale pour elle-même reconnaître la Palestine, comme l'ont fait des tas d'autres pays. Je pense qu'il n'y aura de sécurité pour Israël comme pour les Palestiniens que dans le cadre d'une solution à 2 États, et que chaque geste qui peut peser dans ce sens-là est utile. Et je pense que la France se grandirait de porter cette voie-là en essayant d'associer le plus largement et en essayant d'entraîner derrière elle les Nations Unies, mais elle-même en reconnaissant mais immédiatement, la Palestine. sans condition, sans qu'il y a des otages. Ça devrait déjà être le cas. Ça devrait déjà encore être des le otages cas. aux mains du Hamas. Mais ça n'empêche pas de continuer de se battre, bien évidemment, pour faire libérer les otages. Mais c'est précisément le contraire qui se passe aujourd'hui. On se demande si Netanyahou est bien préoccupé par le sort des otages israéliens quand je vois la politique qu'il mène aujourd'hui dans son pays, qui met ses concitoyens en grande insécurité. Et je pense que ce choix de l'extrême droite israélienne est absolument délétère pour la sécurité, y compris des Israéliens. Sujet d'actualité en France, on revient en France, c'est le conclave sur la réforme des retraites. Il aurait dû se terminer hier, finalement il joue encore les prolongations, il y aura une nouvelle réunion lundi prochain. Est-ce que vous pensez qu'il va aboutir à quelque chose ce conclave ? Écoutez, j'en doute, au vu de ce que je vois aujourd'hui. Puis pour être honnête, j'en doutais déjà depuis le début. Parce que quand on se dit on va ouvrir des discussions, mais on n'a pas le droit de revenir sur les 64 ans qui ont été adopté dans la réforme de 2023. On n'a pas le droit de regarder ça. Il ne faut surtout pas aller dans ce sens-là. Il faut que financièrement, ce soit... il n'y a pas véritablement... La condition, c'était maintenir un équilibre financier pour le régime des retraites. Le problème, c'est que pour maintenir un équilibre financier, ou plutôt pour aller vers un équilibre financier, il y a plusieurs solutions. Où on réduit les dépenses, ou on augmente les recettes. Et le problème, c'est que les discussions qu'a semblé vouloir initier le Premier ministre n'en sont pas de ce point de vue-là, puisqu'on est toujours dans des solutions. Là, toutes les choses qui sont mises sur la table, c'est en gros de très, 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 très minimes avancées éventuelles pour les salariés, mais moyennant des reculs sur d'autres domaines. Donc pour l'instant, pour les salariés qui, je le rappelle, se sont mobilisés très, très massivement contre cette réforme des retraites, contre le report à 75 ans de l'âge de départ en retraite, et qui n'ont pas changé d'avis depuis. Vous dites minime, on va quand même vers une amélioration des pensions des femmes, vers un abaissement de l'âge de la décote. Pour vous, ça, c'est des avancées minimes ? Quand vous passez de 67 ans à pouvoir partir sans décote si vous n'avez pas tous vos trimestres à 66 ans et demi, moyennant d'autres sacrifices qui vous seront demandés, excusez-moi, j'ai du mal à concevoir que ce soit un réel progrès social. Et encore une fois, nos concitoyens ont considéré qu'il n'était pas possible pour eux, parce que de nombreux ont travaillent de manière difficile, avec de la pénibilité. On a des tas d'emplois dans l'industrie, dans les services, qui sont extrêmement difficiles. Et les salariés ne se voient pas travailler 2 ans de plus. Donc mettons sur la table de véritables solutions, c'est-à-dire comment nous finançons notre système de retraite sans prolonger la durée de vie au travail. François Bayrou, il est plus optimiste que vous sur l'issue de ce conclave. Il a redit hier, mais il a prévenu de nouveau, c'était devant les députés lors des questions d'actualité au gouvernement, sans accord, la réforme Borne s'appliquera. On l'écoute. Et j'ai dit que s'il y avait un accord, il serait soumis au Parlement. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura évidemment pas... J'ai dit à la première minute, inutile d'agiter les doigts inutilement, je dis que s'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme telle qu'elle a été adoptée qui s'appliquera. C'est ce que j'ai dit ici, sans changer. Bon, pour le coup, il reste constant. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous espérez quand même qu'il y a un vote au Parlement ? Donc un accord ? Souvenons-nous de comment est passée cette réforme. Elle n'a pas été votée à l'Assemblée nationale, puisque un 49.3 a été déclenché.
Au Sénat, elle a été votée, si ma mémoire est bonne, par 193 sénateurs, c'est-à-dire même pas la totalité de la majorité sénatoriale. Et à nouveau, le Premier ministre semble refuser que ce débat vienne devant le Parlement. Je pense que cette réforme des retraites pèse pour beaucoup dans la crise politique que nous vivons aujourd'hui. Parce que nos concitoyens, les salariés de ce pays, et globalement le peuple français, s'est opposé à cette réforme. Et s'il n'y a pas une réouverture réelle des discussions, s'il n'y a pas une remise en cause de cette réforme, alors je crois que les situations de blocage que nous connaissons vont perdurer avec une colère, une amertume, un mécontentement des Français qui va s'accroître et qui ne prépare pas forcément que de bonnes choses. À l'initiative de vos collègues députés communistes, l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, a voté l'abrogation de la réforme à 64 ans. Qu'est-ce que vous allez faire de ce vote ? Qui était symbolique, on précise, qui n'engage en rien. C'est le vote d'une résolution, qui justement a montré qu'à l'Assemblée nationale, il y avait une majorité pour refuser et vouloir abroger cette réforme des retraites. Donc qu'attend le Premier ministre pour engager ce travail et puis pour qu'on remette sur la table, qu'on remette au grand jour les pistes de financement de l'abrogation de cette réforme pour que les salariés n'aient pas ces 2 ans de travail supplémentaires et qu'on finance notre système de retraite, par exemple, en mettant des cotisations sur les revenus financiers. Aujourd'hui, c'est le travail qui cotise, la part employeur, la part des salariés. Mais aujourd'hui, on est dans une économie financiarisée. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas la voie à ce qu'il y ait une forme de cotisation sur des revenus importants qui ne contribuent aucunement à la solidarité nationale et qui permettraient de donner du souffle et de l'air à notre système de protection sociale? On passe à l'actualité du Sénat. Comment lutter contre les déserts médicaux et notamment dans le milieu rural? Le sujet préoccupe évidemment les Français. Alors le Sénat va tenter d'y répondre aujourd'hui avec un texte. On va en voir les détails avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Madame la Sénatrice. Bonjour. Une proposition de loi sera examinée aujourd'hui au Sénat. Elle vise à améliorer l'accès aux soins dans les territoires ruraux. Oui, et à mettre fin à la galère pour des millions de Français. On en parle souvent sur Public Sénat, mais c'est l'objet du texte qui sera discuté aujourd'hui. Un texte préparé, rédigé par le ministre de la Santé, Yannick Neuder, du temps où il était encore député. L'objectif est simple, former plus de médecins. Début janvier, au moment de son arrivée au ministère, il fixait le cap. Écoutez-le. Nous avons une population plus importante, 15 millions d'habitants par rapport à 1970 et quasiment le même nombre de formations de soignants. Donc il y a vraiment besoin de former plus, de former mieux, de pouvoir accompagner cette formation. Alors ça, c'est pour l'objectif. Quelle est la méthode? Le texte examiné aujourd'hui propose de supprimer le numerus apertus, autrement dit le chiffre qui détermine le nombre d'étudiants de médecine acceptés en 2e année. C'est une donnée qui est discutée, évaluée, fixée par les universités elles-mêmes après avis conforme des agences régionales de santé. Il faut savoir que ce numerus apertus est relativement nouveau. Il a été instauré à la rentrée 2020 pour remplacer le fameux numerus clausus qui fixait des quotas plus restrictifs pour les études de médecine. Le gouvernement souhaite donc assouplir tout ça, Oriane. Comment ça se traduirait dans la pratique? L'idée est de mieux tenir compte des besoins de santé des territoires. Pour cela, les élus locaux et les réalités locales seraient mieux pris en compte par les décideurs et notamment par les agences régionales de santé, Oriane. Et le texte veut aussi mieux retenir en France ces étudiants qui partent tenter leur chance à l'étranger. Il serait 1600 chaque année selon le Sénat, destination l'Espagne, la Roumanie, la Belgique pour faire des études jugées moins exigeantes. Le texte de loi prévoit de faciliter leur réintégration dans le système français après leur aventure à l'étranger. Madame la sénatrice, vous allez voter ce texte ? Je vais voter la proposition de loi du député Neuder, mais je vais demander au ministre Neuder ce qu'il compte faire pour que ça puisse se concrétiser. Alors vous partagez les objectifs ? Mais non seulement je les partage, mais je les porte et je les défends depuis des années. À chaque budget de la sécurité sociale, nous proposons qu'on détermine les capacités, les formations des médecins notamment, mais des professionnels de santé en général, à partir des besoins et pas à partir des capacités des universités. Mais précisément,
on peut définir les besoins. Ils sont énormes. Quand il y a 6 millions de nos concitoyens qui n'ont plus de médecins traitants, vous voyez un peu l'enjeu. Mais ensuite, il faut que ça se concrétise par des moyens. Alors, des bâtiments d'université qui accueillent ces étudiants, des enseignants-chercheurs, des chefs de clinique, des PUPH. On comprend bien, si cette proposition de loi donc, est adoptée, chaque territoire va dire, voilà, moi j'ai besoin de plus de médecins. C'est un peu ce qui risque de se passer. De nombreux territoires ont besoin de plus de médecins. Donc, comment on se donne la capacité de les former et puis, parce que des médecins ne sont pas formés seulement sur les bancs des amphithéâtres des universités, ils sont formés sur des terrains de stage qu'il faut multiplier. Il faut, je crois, faire en sorte qu'on puisse accéder aux études de santé hors des grandes métropoles, parce qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, sans être caricatural, nos médecins sont encore beaucoup issus des CSP+, des cœurs, des grandes métropoles, etc. Et moi, je considère que si nous avons des étudiants qui viennent de la ruralité, qui viennent des villes moyennes, qui viennent de quartiers populaires, ils auront ensuite beaucoup plus d'envie de s'installer chez eux ou dans des endroits qui ressemblent à de là où ils viennent. Et donc, il y a un enjeu à développer des formations. Ça, c'est un objectif qui est partagé par François Bayrou. C'est dans le plan qu'il a présenté il y a quelques semaines pour lutter contre les déserts médicaux. Oui, mais comment fait-on cela lorsqu'on nous dit en parallèle qu'il va d'encourager les jeunes dans le rural à faire des études de santé. 40 milliards d'euros d'économies sur les budgets, autant le budget de l'État que de la sécurité sociale en 2026. Comment fait-on pour financer ça? Parce que très concrètement, il va falloir débloquer des moyens du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, du côté du ministère de la Santé. Là, c'est des belles intentions, mais voilà, en pratique, ce sont des intentions que je soutiens, que je porte depuis longtemps, parce qu'il faut effectivement former plus de médecins et les former en fonction des besoins de chacun de nos territoires. Mais pour que ce grand effort de formation devienne une réalité, il va falloir un plan de bataille qui concrétise tout ça sur le terrain. Et je pense que Yannick Neuder, entre le dépôt de sa proposition de loi et maintenant, il est devenu ministre. Donc il a un peu plus de levier qu'il n'en avait auparavant pour agir sur tous ces champs-là. Former plus de médecins, ça veut dire les former moins bien? Pourquoi? Ça veut dire bâcler peut-être un peu la formation? Non, certainement pas. C'est ce qui revient beaucoup chez les médecins. On dit, bon, bah voilà, on va former plus et on va être moins bien formés. Il y a des médecins qui, je pense par exemple à l'ordre des médecins, qui disent « Oh là, il ne faut pas en former trop ». Ce sont les mêmes qui nous ont dit qu'il fallait mettre qui ont dit à nos prédécesseurs qu'il fallait mettre le numerus clausus en place parce qu'on allait dépenser trop en matière de santé s'il y avait trop de médecins, et puis parce qu'il fallait quand même qu'ils assurent leur activité et qu'ils aient un certain nombre de patients à soigner. On voit ce que ça donne aujourd'hui. 6 millions de nos concitoyens qui n'ont pas de médecins traitants, des inégalités qui s'accroissent, parce que ce n'est pas seulement qu'on manque de médecins, c'est que les inégalités entre territoires, les territoires qui avaient des médecins en ont davantage, ceux qui n'en avaient pas suffisamment en ont de moins en moins, et pour le vivre au quotidien sur le terrain, c'est insupportable pour nos concitoyens. C'est insupportable quand dans un pays comme la France, on vous dit que si vous avez votre gamin qui est malade, vous allez appeler 10, 15 praticiens pour ne pas trouver un rendez-vous. Vous allez être contraint peut-être d'aller aux urgences en sachant parfaitement que vous allez engorger finalement les urgences par des choses qui n'en relèvent pas. C'est devenu insupportable et je pense que ça doit être une priorité. C'est la principale préoccupation de nos concitoyens et ça doit être une priorité. Je pense qu'on peut former plus en formant bien. Nous avons des enseignants, des équipes qui sont prêtes à le faire et je pense que certains médecins qui veulent un peu défendre leur précaré devraient penser aux jeunes générations, devraient penser à leurs confrères qui sont eux-mêmes victimes de la pénurie. Parce que qui est victime de ça? Ce sont les médecins qui n'arrivent plus à faire face aux besoins et aux patients qui viennent leur demander rendez-vous sans pouvoir toujours y répondre. Et on suivra l'examen de ce texte avec un peu de retard. Donc ça commencera aujourd'hui au Sénat. On suivra évidemment ça. Merci Steve, on se retrouve dans une demi-heure. On parlera du conclave sur les retraites qui lui aussi a un peu de retard. On verra ça tout à l'heure. Allez, on voit ça dans le club pendant le débat politique. On va aller voir l'actualité dans votre département de la Seine-Maritime maintenant avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Lillebonne, on retrouve Cédric Thomire. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Cédric, rédacteur en chef adjoint au Courrier Cauchois. Cédric,
Cédric, vous vouliez nous parler du dossier de reprise de la raffinerie d'ExxonMobil à Port-Jérôme. Et vous vouliez après poser une question à Céline Brulin. Oui, bonjour Madame la sénatrice. À quelques kilomètres de chez vous, la raffinerie Esso est à vendre. Le groupe ExxonMobil est entré en négociation exclusive avec un groupe canadien, North Atlantic. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les salariés et les organisations syndicales sont inquiets, notamment parce qu'ils considèrent qu'il va falloir beaucoup d'argent pour acheter cette raffinerie, pour aussi démanteler les unités de chimie que ExxonMobil a décidé d'arrêter. Beaucoup d'argent pour payer tout ce qui était promis dans le cadre du plan social décrété l'an dernier, et puis aussi pour dépolluer un site, une ancienne raffinerie qui se situe à quelques kilomètres de la raffinerie. Alors, est-ce que vous, comme les salariés, est-ce que vous êtes inquiète ? Mon rôle, c'est pas d'être inquiète, c'est d'essayer de lever justement ces inquiétudes et de faire bouger les choses. Et effectivement, on a Exxon qui, après avoir arrêté son activité chimie sur notre plateforme de Port-Jérôme-sur-Seine, vend sa raffinerie, se désengage finalement de la France. Et North Atlantic semble vouloir reprendre la raffinerie. Dès cette annonce, je suis intervenue auprès du ministère de l'Industrie et une rencontre doit être organisée pour que justement on regarde dans quelles conditions tout cela doit se faire. Il me semble que l'État français, de manière sous forme par exemple d'un contrat tripartite entre Exxon, entre North Atlantic et l'État lui-même, au besoin, en faisant en sorte que l'État soit actionnaire, même très minoritaire de cet ensemble, pour pouvoir justement peser sur tous ces choix. Nous avons besoin de savoir si North Atlantic a un véritable projet industriel. On a malheureusement l'expérience dans notre département de Petroplus, qui avait racheté la raffinerie Shell dans la région rouennaise et qui, quelques années après, a tout laissé tomber et les salariés avec. On a besoin que les garanties qui ont été données par Exxon dans le cadre de la négociation du plan social avec la fermeture de la chimie soient respectées. On a besoin que les engagements d'Exxon pris en matière d'avenir du site, des pollutions, etc., soient aussi respectés. Et donc, je pense que l'État ne peut pas rester spectateur d'une vente entre deux groupes, en plus deux groupes étrangers, américains, nord-américains, canadiens. Il doit s'impliquer. On est sur une filière stratégique. C'est pas, on parle de production de pétrole, on parle de production énergétique, qui, dans la situation géopolitique qu'on connaît, a évidemment une très très grande importance. Et aujourd'hui, nous importons du pétrole raffiné en France, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au plan commercial, mais aussi au plan géopolitique. Et pardon, Madame Brulin, je me permets de vous couper parce qu'il a une seconde question à vous poser. Oui, quand il y a eu l'annonce de la suppression de plus de 677 postes au départ, aujourd'hui finalement il y en aura donc 608 personnes qui doivent quitter la plateforme, des parlementaires avaient exprimé la possibilité ou peut-être qu'il fallait étudier une nationalisation, puisque vous parlez que c'est un site effectivement stratégique. Est-ce que c'est une des pistes que vous allez proposer au ministère de l'Industrie, à Bercy ? C'est une des pistes qu'on avait effectivement déjà proposées lors du PSE il y a un peu plus d'un an maintenant sur la partie chimique, parce que la chimie comme la pétrochimie sont indispensables à l'ensemble de l'industrie et on ne peut pas rester dépendant de groupes qui du jour au lendemain, on l'a vu, peuvent décider de quitter le territoire. Donc moi je suis ouverte à discuter de la forme que tout ça peut prendre. Ça peut être dans un premier temps Total, qui est très présent aussi dans notre département, qui s'implique dans l'acquisition de cette raffinerie pour qu'on crée un pôle à vocation publique dans l'avenir. Mais je pense en effet que nous ne pouvons pas laisser ce monopoly capitalistique décider de l'avenir de territoire. Ça fait 90 ans que notre territoire est mobilisé pour accueillir, pour créer les infrastructures, pour former les salariés de ces entreprises. On ne peut pas les laisser décider seuls
de l'avenir du territoire et de l'ensemble de l'industrie dans notre pays. Merci Cédric Thaumière, merci beaucoup d'avoir été avec nous, rédacteur en chef adjoint au Courrier Cauchoir. On était ravis de vous avoir dans cette émission. Merci beaucoup et merci Céline Brulin de nous avoir accompagnés pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, notre débat politique entre parlementaires, 2 sénateurs, une députée, ce sera à suivre, notamment sur les retraites et sur le vote de l'Assemblée hier qui a supprimé les zones à faible émission. Mais d'abord, on va revenir sur ce qui est en train de se passer actuellement entre Israël et l'Iran avec Antoine Vasvous qui nous rejoint.